je l'ai choisi. J'aime beaucoup travailler en fait avec cette première minute de cette série. Parce que je trouve que vraiment par rapport aux questions de validisme et de sexualité, ça pose déjà pas mal de choses. Très souvent, la première chose qu'on remarque en regardant cet extrait, je ne sais pas si c'est votre cas, mais très souvent ce qu'on remarque, c'est le non-consentement. C'est la mère qui tape à la porte, la jeune fille qui dit non, non, attends, la mère qui rentre quand même. Et puis, souvent, il y a un deuxième, un deuxième niveau, une deuxième pelure d'oignon, on va dire, où très souvent, il y a une personne sur deux qui ne voit pas qu'elle était en train de se regarder un film porno sur son téléphone, parce que ça fait partie un peu de l'impensé, de ok, mais elle est handi, elle ne peut pas être en train de se regarder un porno aux toilettes. Alors que, si, la scène c'est ça. Et il y a tout ce champ en fait de ce qu'on n'est pas programmé à voir en fait. Et en l'occurrence sur le champ validisme et sexualité, ben, il y a vraiment ça. Il y a plein de choses sur lesquelles on ne s'est pas préparé à ce que ça puisse exister. Donc voilà un petit peu ce choix. Voilà, d'atteindre un bon état de santé sexuelle pour toutes et tous. On va retrouver aussi ces questions-là dans les lois. On va d'abord voir quelle est la définition, si tout le monde a eu le temps de la lire, parce que du coup, j'arrive pas à la lire en même temps que vous. si tout le monde a un concept du coup de zig. Blanquer, moi je ne savais même pas le prononcer. Merci. Toi, je le lis pas, je le dis pas. Comme ça. C'est un concept qui vient des disability studies en fait, qui ont commencé dans les années. Déjà, le validisme, c'est une oppression systémique. C'est-à-dire que certes, on peut être quelqu'un, on dit ah mais ce que tu viens de dire là c'est validiste, un peu comme on pourrait dire c'est sexiste, c'est raciste, c'est un calque, ça a été identifié un peu de la même façon. Le validisme, c'est pas juste un comportement d'une seule personne, c'est aussi tout un système qui met en place des choses. Et moi, je vais dire tout de suite, je vous confesse, je suis validiste. Je suis validiste et sans doute que vous l'êtes aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quels endroits on a des comportements qui sont validistes, parce qu'on fait partie d'une société qui est validiste. Mais ça ne nous dit pas ce que c'est. C'est une oppression systémique. Et qui est opprimé dans cette histoire? Ce sont les personnes qui ont un handicap. Mais qu'est-ce qu'un handicap? Je regarde même pas mes notes finalement, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'un handicap déjà? Et là, toute est la question, comment on définit le handicap? Et il est défini notamment par le biais de la déficience par rapport à la normale. Et là encore, pas tout à fait. Donc j'ai pris la définition de l'Organisation mondiale de la santé pour bien poser le cadre. Pour comprendre le validisme, il faut comprendre aussi ce qu'est le point de vue de la déficience et du handicap. Et du coup, la déficience, c'est quand on part d'une norme de ce qu'est un corps humain normal, de ce qu'il devrait être capable de faire. La déficience, c'est une perte de substance, de capacité, à partir de cette norme. Donc, en gros, moi je suis malentendante, notamment, entre autres handicaps, mais dans un monde où on ne parlerait pas, j'aurais la déficience de ne pas entendre, mais ça ne me poserait pas nécessairement un handicap. Le handicap, c'est l'aspect social, ce sont les choses que je ne peux pas faire à cause de cette déficience, notamment. Donc dans la définition, voilà, la déficience, l'OMS va dire, c'est la perte de substance ou altération d'une structure ou d'une fonction physiologique. Mon corps, il n'est pas normal là-dessus par rapport à une norme qui a été déterminée comme un humain, c'est censé être comme ça et faire comme ça. Et pour ce qui est du handicap, à ce moment-là, ben, on va surtout utiliser l'expression en situation de handicap pour montrer que, en fait, l'aspect social, le fait de ne pas pouvoir monter sur cette scène parce qu'on est en fauteuil roulant électrique, par exemple, même si on peut très bien être dans le public, c'est un handicap qui est créé par le défaut d'une structure par rapport à une capacité
voilà pour revenir donc à la question du validisme, cette oppression-là, elle est quand on considère que le fait d'être valide, d'avoir un corps qui n'a aucune déficience et qui n'a aucun handicap dans la société, c'est la chose la plus souhaitable d'entre toutes. Et même on va voir le corollaire qui est, si c'est très souhaitable d'avoir un corps sans handicap, c'est que c'est quand même vraiment moche d'avoir un handicap. C'est quand même dommage, c'est indésirable, c'est pas quelque chose qu'on souhaite avoir. Avec cette dimension même peut-être de pitié. Et on va dire, voilà, ça demande beaucoup d'efforts de t'inclure, tu comprends, c'est compliqué. Et ça fait partie, c'est des exemples de validisme qui sont structurels. Ils sont dans la façon dont on a conçu notre univers sans penser dès le départ à toutes les personnes qui n'ont pas les mêmes capacités. Et donc ça peut prendre plusieurs formes, et je sais qu'on y reviendra plus tard, mais autant ça peut être des préjugés sur les personnes handicapées, ça peut être des discriminations, ça peut être un sentiment de rejet. On le voit parfois avec un enfant qui pose des grosses questions et l'adulte qui est très mal à l'aise de répondre sur la madame qui a le handicap, ou le monsieur, voilà. Et donc ça, on va parler d'handiphobie quand on parle plus spécifiquement dans le validisme de cette espèce de ok, les handicapés, on ne veut pas trop en voir, quoi, ça nous gêne de voir ça et on le rejette et on en a peur et on craint. Mais par contre, il y a le pendant bienveillant du validisme où voilà, on va peut-être infantiliser les personnes. Je pense à voilà, un couple handi-valide que je connais, où en fait à chaque fois qu'ils se baladent ensemble, les gens s'adressent uniquement à la femme qui est valide, alors que l'homme il est là, il entend, il sait parler, quoi. Donc, et on suppose toujours que c'est son infirmière. Donc ça c'est des formes de validisme parce qu'on a supposé les rôles à chacun qui ne sont pas, qui n'ont pas de raison d'être fixés comme tels. Voilà, le fait d'angéliser les gens, on en reparlera bien entendu, mais voilà, ma définition elle est déjà un peu large, je pense. J'espère avoir posé quelques bases. Merci. Il y a une grande partie où je vais repartir sur les mêmes choses, hein, vraiment sur cette définition du validisme. Et donc, oui, ce système d'oppression, de domination entre voilà, des dominants valides et oppressés, plutôt personnes handies, avec vraiment ce contraste entre l'ancien modèle du handicap qui est le modèle médical, qui était un modèle vraiment basé sur la déficience justement pour définir le handicap, et aujourd'hui plus un modèle social du handicap qui permet ou qui est censé permettre justement de prendre responsabilité justement au niveau politique, au niveau des politiques publiques sur l'accessibilité notamment, et qui définit bien le handicap dans un contexte particulier, comme tu l'as rappelé. Par rapport au validisme, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi 3 niveaux, en fait. Il y a vraiment ce niveau de validisme structurel, en fait, où c'est comment l'espace est pensé, comment voilà, les interactions sociétales, on va dire, sont pensées. Et donc là, on a plutôt des grosses questions d'accessibilité, d'inclusion. Est-ce qu'on pense en termes d'inclusion ou est-ce qu'on est dans un modèle où on pense plutôt en termes d'intégration, voire parfois de ségrégation? Mais il y a aussi des niveaux de... il y a le validisme ordinaire, hein, le truc de la vie de tous les jours. Je pourrais vous citer 12 000 exemples juste sur ce qui peut m'arriver dans une journée. La personne que je connais pas et que je vais croiser au supermarché qui me dit « Oh là là, ma pauvre, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Je fais « Ok, pour elle, ça sera une fois dans sa journée. Moi, si 50 fois dans ma journée, on me dit ma pauvre, en fait, psychologiquement, c'est un vrai poids, en fait. On est là dans du validisme bienveillant. La personne n'a pas envie elle a envie de bien faire, en fait, elle s'intéresse, elle est dans son empathie. Donc on n'est pas dans quelque chose de sciemment méchant, mais vraiment dans quelque chose qui fait porter un poids sans intention de nuire. Et puis il y a une 3e couche qui est vraiment ce validisme intériorisé, où on a intégré un système dans lequel on évolue
et dans lequel il peut y avoir ce validisme qui va se présenter de plein de manières différentes, et qu'on va on va avoir sa petite voix intérieure qui aura intégré ce validisme et qui va venir poser des limites sans qu'elles soient forcément tacites, en fait, sans qu'elles soient forcément réelles, mais comme on peut le voir pour d'autres systèmes d'oppression, hein, comme le sexisme ou le racisme, on va déjà avoir intériorisé des choses et du coup s'empêcher certaines actions en anticipant le fait qu'on est dans ce système validiste. Le validisme aussi, on peut le retrouver à différents endroits. On a parlé d'accessibilité. L'accessibilité, ça peut se penser. La plupart du temps, quand on pense accessibilité, c'est beaucoup au niveau de l'espace, de comment on pense l'espace, avec effectivement des escaliers, des rampes. Ça se passe aussi au niveau, peut-être sonore, au niveau comment on pense d'autres dimensions, en fait. Mais il y a aussi la dimension temporelle. Quand on a un handicap, certains handicaps, peut-être ça nécessite de ne pas avoir la même temporalité qu'une personne valide et de prendre plus de temps pour certains actes de la vie quotidienne. Et ça aussi, souvent, ça fait partie des impensés, en fait. On peut, pour plein de situations, je vois, à l'école, on nous demande de changer de salle toutes les heures. Bon, comment on fait quand il faut plus de 3 minutes pour changer de salle, quoi. Voilà, des situations comme ça. Il y a aussi la mode, l'habillement. Comment est-ce que la manière dont je m'habille, est-ce que j'ai le loisir de me vêtir comme je veux en fonction de mes possibilités et de ce qui est créé. Est-ce qu'on crée aussi en imaginant des corps atypiques ou des possibilités atypiques? Donc c'est un texte de l'ONU, qui n'est pas une organisation non gouvernementale, qui est une organisation super gouvernementale. C'est un texte que la France a ratifié en 2009, qui, pour la plupart des articles, en fait, reprend des droits humains, mais simplement en disant, les personnes, on dit, ont aussi ce droit-là. Donc c'est très étonnant, je trouve, dans la démarche, mais en même temps c'est très pragmatique, de dire, oui, il faut manifestement réaffirmer que les personnes handies sont des personnes et qu'elles ont les mêmes droits, et y compris, il y a une quinzaine d'articles qui vont vraiment en particulier sur les droits sexuels et les droits dans le champ de la vie affective et sexuelle des personnes. Je voulais revenir particulièrement sur celle que je connais le mieux, la 2022, qui est du coup à l'œuvre dans les institutions du médico-social, et notamment les institutions où on trouve des personnes en situation de handicap. Et du coup, il me semblait, et je voulais poser cette question, Nadia, parce que tu interviens dans les établissements sociaux et médico-sociaux, que entre ce qu'on peut voir du droit humain et puis ce qu'on peut observer des libertés institutionnelles, il y a parfois un écart, un certain écart. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y a parfois un écart plus ou moins grand en fonction des établissements. Après, justement, il y a beaucoup de choses aussi qui sont dues, encore une fois, à la culture française et de comment la France a constitué sa gestion du handicap. Et c'est beaucoup lié aux 2 guerres mondiales, en fait, et à comment la France a beaucoup géré avec de l'institutionnalisation. Et donc, il y a un, je ne peux pas dire un imaginaire, mais quelque chose de l'ordre de, c'est la meilleure manière de faire. Alors qu'en fait, si on s'extrait un petit peu du contexte français, on peut voir que dans d'autres pays, il y a plein d'autres choix qui ont été faits, qui ne sont pas forcément dans ce champ-là. Et le fait de l'institutionnalisation, souvent, il y a... Encore une fois, on revient sur les questions structurelles, mais c'est quels moyens ont vraiment les personnes pour faire du bon travail, pour être bien traitantes.
Et puis, très souvent, justement, il y a un impensé sur le côté validisme. Comme c'est un mot que très peu de personnes connaissent, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu mises de côté. Non, ça va. Et puis ce côté protection en fait et infantilisation dont tu parlais tout à l'heure, mais il y a quelque chose de sous prétexte de protection des personnes, des fois ça va très très loin en fait, et ça va rogner beaucoup sur les droits fondamentaux parfois. Et même s'il y a eu des avancées, notamment on a pu voir avec la crise qu'on vient de traverser avec le Covid, que très rapidement, il y a un gros recul qui peut se faire à ce niveau-là, parce que ce qui revient à la charge, c'est vraiment cette notion de protection, en fait, mais qui très souvent va dans le sens de la surprotection, beaucoup plus que ce dont vraiment ont besoin les personnes, ou que ce qu'elles voudraient. En fait, ça laisse pas beaucoup de place à l'autonomie, alors même que l'autonomie, c'est un enjeu majeur dans la question du handicap. Et au centre des projets personnalisés. Et est-ce que je peux te demander de confirmer mon exemple, c'est pour qu'on comprenne bien que je dise pas n'importe quoi, mais il me semble dans certaines institutions que des fois les règlements intérieurs ne sont pas en cohérence avec ces lois, et que du coup, par exemple, prenons une personne adulte qui habite en foyer, qui a donc sa chambre personnelle, qui pour autant ne peut pas la réserver à une vraie intimité, parce que par exemple, elle n'a pas le droit de fermer la porte à clé. Oui, tout à fait, je confirme, ça arrive. Là, par exemple, je peux parler d'une personne que j'accompagne, qui a sa chambre en institution, qui a une chambre seule, et à qui on a dit qu'il était interdit pour cette personne d'avoir une pratique masturbatoire, parce que c'était de l'exhibitionnisme, parce qu'on la voyait à travers la fenêtre. Ça a duré comme ça pendant 5 ans, jusqu'à ce que j'arrive en disant, est-ce qu'on peut envisager de mettre des rideaux juste, en fait. Mais des fois, le quotidien, c'est ça, en fait. Des fois, c'est des trucs où on va plus facilement, comme on a du pouvoir sur la personne, on va plus facilement penser à interdire qu'à modifier l'environnement pour que cet environnement permette à la personne de jouir au maximum de ses droits. Quand tu as parlé d'autonomie, et avec les mots institutionnalisation, donc je ne sais pas à quel point les gens sont familiers avec tout ça, et il y a une grosse partie du mouvement anti-validisme qui dénonce le fait de parquer des personnes en situation de handicap, on va dire des personnes dépendantes, donc qui ont besoin d'autrui pour accomplir des actes de la vie quotidienne, donc de les parquer dans des institutions en général gérées par des grandes associations qu'on dit les associations gestionnaires. Voilà, je sors un petit peu le vocabulaire. Et dans le mouvement anti-validisme, on souligne notamment, il y a ce courant où on dit on veut le mouvement pour la vie autonome, c'est-à-dire que les personnes aient un maximum de pouvoir de décision. Elles ne sont pas indépendantes, elles sont dépendantes pour les actes de la vie quotidienne, mais elles sont autonomes dans le choix de ce qu'elles vont faire dans leur journée, de comment elles vont mener leur vie, dans quel environnement elles vont vivre, sans être finalement dépendantes d'un cadre de gestion imposé par une institution. Et la France, notamment, il est important de le souligner, a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour son usage de l'institutionnalisation, son imposition de l'institutionnalisation dans plusieurs cas. Et donc, il y a cette condamnation du milieu international en disant que la France devrait changer sa façon de faire pour favoriser la vie autonome. Et ça a évidemment des conséquences sur la vie sexuelle et sur la vie privée des personnes, dont l'exemple que tu as donné est une parfaite illustration. Moi, dans ma formation d'accompagnante sexuelle, une des premières choses que Bruno Pi, donc un juriste très connu, expert en France sur la sexualité, nous a dit, c'est qu'il n'existe pas de droit à la sexualité. Et je pense que c'est important de comprendre ça. On ne peut pas dire, moi j'ai droit au sexe, amenez-moi-en. Amenez-moi du sexe. On ne peut pas exiger, par exemple, on pourra dire, voilà, le droit à l'eau potable, je dois pouvoir accéder à de l'eau potable à tout prix. Et pour le sexe, on ne peut pas dire, j'ai droit d'avoir du sexe, donnez-moi du sexe. On ne peut pas fonctionner comme ça. Par contre, on a des libertés sexuelles et on a des droits
sexuels au sens plus large, des droits à l'éducation sexuelle, droit à la santé, au contrôle de sa contraception. Et donc tout ça, le contexte d'institutionnalisation doit pouvoir permettre d'exercer ses droits sexuels et de jouir de ses droits, comme tu l'as si bien. Elle est accueillie dans un lieu, mais c'est d'abord et avant tout sa résidence. Elle doit pouvoir exercer les mêmes droits humains qu'une personne valide. C'est un lieu de vie, donc imposer un couvre-feu, l'empêcher de recevoir des personnes chez elle, de verrouiller la porte, mais éventuellement même de recevoir quelqu'un à dormir, si le règlement intérieur ne prévoit aucune possibilité d'accueillir quelqu'un. Le fait d'avoir que des lits simples, pour dormir à deux, c'est pas évident. Le fait d'interdire des contacts physiques entre résidents, ce qui est en particulier ce qui est illégal, hein, bien sûr, ne répond pas à cette charte, et donc est encore une pratique, mais n'est plus acceptable et peut être opposée. Tout ça, ce sont des droits liés au droit à l'intimité et à la vie privée. Et la dernière dimension que j'aimerais apporter, pour en tout cas reclore peut-être cette partie-là, cette grande parenthèse, c'est le droit à la compensation du handicap, parce que c'est un angle de plaidoyer actuellement, de dire, en fait, nous, on n'a pas... une personne handicapée peut dire, en fait, je suis handicapée, mais un de mes droits, c'est d'avoir une compensation qui permet finalement de pouvoir m'intégrer, que ce soit, par exemple, les AESH, des personnes qui vont être dans les écoles pour faciliter l'intégration de la vie scolaire des élèves. On ne va pas les sortir des classes et faire quelque chose d'individuel. On va essayer au maximum de compenser le handicap pour que les personnes soient présentes et incluses dans tous les milieux. Et du coup, ça c'est un des grands axes de plaidoyer au niveau de la vie autonome, de dire ok, j'ai droit à ce qu'on me compense. Et maintenant, dans le domaine même de la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, qui est un peu la structure départementale générale pour toutes les prestations, on parle maintenant des prestations de compensation du handicap, pour dire aux gens, voilà, c'est pour que tu puisses te payer des auxiliaires de vie, des aides à la mobilité, etc., qui font que tu as le plus possible les mêmes chances que des personnes valides d'accéder à tout ce qui est sociétal. Parce que, encore une fois, on était dans un impensé de la parentalité des personnes handies, comme dans les représentations, très souvent, ce sont des personnes qui sont en dehors du champ de la sexualité. Il y avait aussi le fait d'être en dehors du champ de la parentalité, et du coup, pas de compensation particulière, pas d'aide particulière pour exercer pleinement sa parentalité. Donc là aussi, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais, c'est que on part de loin, mais les choses évoluent et ça va vers un mieux. Mais effectivement, régulièrement, on a été retoqué par l'ONU et par la Cour européenne de justice, et par rapport à cette Convention internationale des droits des personnes handicapées, en 2021, en septembre 2022, pardon, on a encore été retoqué, et justement cette circulaire du 5 juillet 2021, elle vient dans le sens de, on essaye de faire un peu plus d'efforts et on prend conscience. Cette circulaire, notamment, il y a deux choses particulièrement importantes, c'est qu'elle impose dans chaque établissement médico-social à ce qu'il y ait un référent ou une référente en termes de santé sexuelle, et également la création dans chaque région d'un centre ressources handicap et sexualité. Et santé sexuelle et parentalité, c'est un nom beaucoup plus long que ça. Mais, voilà. Donc ça fait partie des changements. Et là, par exemple, pour Auvergne-Rhône-Alpes, on connaît notre centre ressources depuis 2 mois. Alors, en dehors des institutions, je voulais revenir sur la vie de nous toutes et tous. Et du coup, si vous pouvez nous donner des exemples des représentations que vous avez pu entendre sur la sexualité des personnes en situation de handicap. Ouais, par rapport aux représentations, c'est vraiment... il y a eu un livre d'Alain Giamy en 1981 qui a posé un peu les bases là-dessus, qui est entre l'angélisme et la bestialité, en fait. C'est vraiment... plutôt pour les personnes avec des handicaps dans le champ handicap moteur ou avec des handicaps sensoriels, on est plus sur le côté angélisme, donc comme un ange, on n'a pas de sexe. Et de l'autre côté, pour des personnes plutôt avec des handicaps mentaux, déficiences intellectuelles, handicap psychique, être
être plutôt dans un imaginaire des représentations de sexualité bestiale et qui vont dans tous les sens. Après, nos représentations, elles sont nourries beaucoup par notre culture, par l'environnement dans lequel on évolue, et elles sont aussi nourries par les médias, en fait, par les films qu'on peut voir, les séries, voilà, ce qu'on écoute, les livres qu'on voit. Et par rapport à ça, moi, il y a quelque chose que je trouve assez flagrant, de quoi on se nourrit, et de quoi on nourrit les enfants en particulier. J'ai un peu étudié les représentations du handicap chez Disney. Et alors, je vous invite vraiment à replonger-vous, La Reine des Neiges, Nemo, voilà. Donc, on a des personnages handi, et en fait, systématiquement, chez Disney, mais pas que chez Disney, hein, très souvent ailleurs aussi, les personnages handi, le handicap, c'est le sujet principal du film, et c'est des personnages qui sont tout à fait hors champ de la vie affective et sexuelle. Alors que dans la plupart des autres dessins animés, il y a vraiment cette question de qui la personnage principal va tomber amoureux, ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, mais ça, pour Nemo et pour la Reine des Neiges, c'est mort. Ils sont pas du tout dans ce champ-là, en fait. Et il leur arrive plein d'autres choses, mais à aucun moment ils sont envisagés comme des partenaires potentiels. Et en fait, bon, ça je prends Disney parce qu'a priori beaucoup de personnes connaissent, mais c'est vraiment très largement répandu en fait. Et je vous invite, quand vous rentrez chez vous, la prochaine fois que vous voyez un film ou une série, je vous invite à compter le nombre de personnages handi et à compter le nombre d'interactions qu'ils ont dans un sens amoureux ou sexuel. Vous n'allez pas compter beaucoup. Moi, du coup, en tant qu'assistante accompagnante sexuelle, j'ai été confrontée d'abord des personnes qui m'ont raconté à quel point on les avait considérées comme des personnes asexuelles, voire asexuées. Genre, mon sexe n'existe pas, c'est le sexe des anges. Il y a ça, il y a de l'autre côté misérable. Alors, j'ai été médiatisée largement en février 2020 et dans la continuité avec un reportage de France 3. Et lire les commentaires en dessous, pour mis à part les commentaires sur mon physique et sur mes tarifs, par exemple, ou sur les parents d'un de mes bénéficiaires, les commentaires en dessous étaient assez effarants parce qu'on voyait très bien, j'appelle ça la rhétorique pas de bras, pas de chocolat, quoi. Il faut bien qu'il y en ait qui s'y collent, voilà, les pauvres ils peuvent pas se branler, mais voilà, toujours dans une espèce de représentation misérable en fait. Là, si moi j'avais pas de bras, je pourrais pas vivre de vie sexuelle parce que je pourrais pas me branler. Je vais être un peu crue, hein, c'est un peu le style de la maison. Mais oui, il y a du nombre de commentaires où les gens disaient il faut bien qu'il y en ait qui s'y collent, parce que ces gens-là ont des besoins. Et en fait, on dirait pas ça d'une personne valide, mais pas du tout, alors qu'il y en a qui ont des vies sexuelles assez pauvres, de façon voulue ou non voulue. Mais là, parce qu'il y a un handicap, j'avais l'impression que le sujet, en tout cas accompagnement sexuel, qui pour moi n'est absolument pas prioritaire dans la question handicap et sexualité, phagocyte déjà énormément l'espace public parce que les gens se projettent dans et si moi, mon père, mon frère, et toujours des hommes quasiment dans cette histoire, devenaient handicapés, j'aimerais bien qu'ils aient quand même accès au cul, donc il faudrait bien qu'il y en ait qui s'y collent. Et ça, c'est assez horrible comme perception parce que c'est un peu comme dire que les personnes qui effectivement vont être en couple, peu importe le degré de sexuation, de sexualité qu'ils ont à l'intérieur de cette vie affective, sont des personnes qui se sacrifient. Hein, moi, il y a une réalisatrice de cinéma qui m'avait approchée, qui avait proposé, en partie inspirée de mon histoire et des histoires de Marcel et de Gilles Nuss, donc, qui ont instigé beaucoup le débat sur l'assistance sexuelle en France. Voulait appeler ça quelque chose comme la putain Mère Teresa. Et j'ai dit, mais moi je ne suis pas dans l'abnégation quand je suis avec des personnes handicapées pour sexer. Je ne suis pas en train de me sacrifier, ça n'enlève pas une partie de moi. Je ne suis pas dans le dégoût. Je veux dire, il faut gérer des trucs supplémentaires.
Il y a des choses que j'ai dû apprendre qui sont différentes, mais encore là, il n'y a pas de généralisation possible. Il y a des grandes lignes de différence dans cette sexualité. Mais cette représentation voilà, de sacrifice des personnes valides qui se mettraient en couple handi-valide, et là on parle d'une absence complète de couple handi-handi. Hein, 2 personnes handicapées en couple, on peut pas il n'y avait aucune conception, alors que techniquement dans mon métier on est appelé aussi à rapprocher des personnes qui sont en couple, qui voudraient avoir des moments de vie intime. Donc ça c'est vrai que c'est très puissant, et ce que je vois en particulier dans le modèle médical du handicap dans lequel on se trouve quand même si on va vers le modèle social, mais c'est encore extrêmement présent. Le corps handicapé est perçu comme un objet de soin. On doit gérer, on est dans un modèle de gestion du handicap, voilà. Il n'y a qu'à voir tous les modèles libéraux, néolibéraux se reproduisent dans les institutions médicales. On a vu beaucoup de débats sur les EHPAD, notamment dans ces contextes-là. Et donc tout est optimisé, tout est régulé, et donc la sexualité, c'est un impensé, parce que de toute façon, c'est pas un problème, c'est pas une priorité. On va soigner le corps, on va faire l'essentiel, on va nourrir la personne. Si possible, on lui donne un peu de loisir, mais à l'essentiel, c'est la laver, la maintenir en vie, la garder nourrie, etc. Et du coup, dans le cadre de mon travail, en tout cas, il y a une grosse partie de ce que je fais qui est de repasser d'un corps de soins à un corps de plaisir. Le corps handicapé, son intimité, lorsqu'il est soigné, elle n'existe pas. Il faut être rapide et efficace, et on va nettoyer, on va soigner, et à ce moment-là, il n'y a pas de gestuel qui peut être érotique. Et de redécouvrir cette corporalité de plaisir, du toucher pour le plaisir, c'est déjà faire un pas énorme en dehors de la représentation des corps handicapés. Si on va avoir une relation sexuelle avec une personne en situation de handicap. Comment c'est que c'est avec toi, Nander? Alors, eh bien, cette question, a priori, il faudrait qu'on se la pose quel que soit notre partenaire, en fait. C'est juste ce truc de, à chaque nouvel partenaire, apprends-moi de quoi tu as envie, qu'est-ce que tu aimes, comment faire avec toi, que la personne soit handi ou pas handi. C'est juste une question de... On est tous différents, toutes différentes, et le handicap ne change rien à ça, en fait. C'est juste, on devrait se poser les mêmes questions pour tout le monde, quoi. Alors moi, j'ai été formée, et il y a tout un nombre d'associations pour la promotion de l'accompagnement sexuel dans d'autres pays aussi qui mettent l'accent sur le fait que nous, c'est bien parce qu'il y a de la formation. Et dans tout le débat qu'il y a en ce moment, même avec le Comité national consultatif d'éthique qu'il y a eu sur l'accompagnement sexuel, il y avait voilà, les gens doivent être formés, c'est quelque chose de très propre, surtout pas de la prostitution, par exemple. Voilà, l'important c'est d'être formé. Et en fait, je vais reprendre une punchline de Céline Extenso, dont on a aussi référencé le blog et l'article sur la feuille de bibliographie que j'espère que vous avez pris à l'entrée. Baisez-nous sans formation. En fait, les personnes, on est d'abord et avant tout des humains, avec nos propres capacités qui peuvent être différentes, mais dans tous les cas, je suis capable de t'expliquer que j'aime pas que tu me caresses derrière le genou gauche et que je préfère que ce soit par-dessus le genou droit. Et si je suis pas capable de faire telle position, alors cette blague, je ne peux plus l'entendre malheureusement, mais on me l'a fait toute la première année de ma médiatisation, je ne ferai pas toutes les positions du Kama Sutra, me disent les paraplégiques en général. On a des capacités différentes, on est capable de les expliquer. Moi, j'ai un rappel, disons, de cette première fois où j'ai eu une demande spécifiquement. Je suis allée moi-même dans un centre de réadaptation pour faire mon premier accompagnement sexuel, mais avant, on a pris le temps de discuter, cette personne et moi, on a fait une rencontre préalable. Et en fait, le soignant qui nous avait mis en relation, à cette époque-là, je n'étais pas particulièrement formée ou quoi que ce soit, avait commencé à vouloir m'expliquer en détail le handicap de la personne, ce que ça engendrait chez lui, le corset qu'il portait, le pénilex
qui est un espèce d'étui qui sert à recueillir l'urine avec un tube dans une poche. Comment ça se déplie, comment ça s'installe, comment ça s'enlève. Je lui dis, mais en fait, tout ce que tu me racontes là, est-ce que la personne, elle ne peut pas parler? Il me dit, non, elle peut parler. Je dis, bah, du coup, elle peut m'expliquer Oh oui, elle pourra t'expliquer. D'accord. Et le mec voulait prendre un café avec moi pour venir me montrer un pénilex, pour que je sache... mais en fait, c'est pas des gestes... Moi, la sexualité n'est pas un geste médical à la base. Oui, il y a des choses qui peuvent fluidifier, et au fil de l'expérience qu'on a avec une personne handicapée, moi-même étant une personne handicapée, plein de mes collègues étant des personnes handicapées, on l'oublie aussi, voilà, on est capable de les exprimer, de les dire. Et peut-être qu'il y aura des essais-erreurs. La sexualité des personnes valides, c'est la même généralité que de dire la sexualité. Alors votre sexualité, est-ce que c'est la sexualité des valides? Je m'adresse aux valides de la salle, je ne sais pas combien il y en a ce soir parmi nous. Mais voilà, c'est un peu toute la problématique. Donc, je rejoins bien ce que tu dis là-dessus. Alors, oui, je me demandais aussi, parce que dans ce que tu viens de dénoncer là, on sent qu'il y avait une bonne intention du soignant de venir te donner des tips supplémentaires, et j'ai l'impression que toutes et tous on peut faire des choses comme ça, avec parfois on va déplacer une personne en fauteuil pour l'aider. Est-ce que du coup derrière le validisme se cachent des bonnes intentions des fois? Souvent, en fait. C'est ce qu'on nommait tout à l'heure avec cette question de validisme bienveillant. De la même manière qu'il y a un sexisme bienveillant, ou qu'il peut y avoir un racisme bienveillant. Enfin, je suis française d'origine marocaine. Voilà, je ne compte pas le nombre de fois où on me dit « Ah, j'adore le couscous, vraiment, c'est génial ». Mais en fait, par rapport à la question du validisme, il y a vraiment... encore une fois, moi ça m'est arrivé ce week-end où je monte des escaliers avec une grosse valise et une personne m'arrache la valise des mains et 3 marches plus tard me dit « Je peux vous aider ?» Alors le consentement, ça se passe dans l'autre sens en fait. On ne fait pas les choses et après on demande. Mais ça se veut gentil. Mais néanmoins c'est chiant. Et en fait, ces questions de validisme bienveillant, sexisme bienveillant, pour le sexisme bienveillant, par exemple, il y a des super chouettes études qui ont été faites qui montrent que les personnes sexistes bienveillantes avaient plus tendance que les personnes sexistes malveillantes à penser que si une femme était victime de violences sexuelles, c'était de sa faute. Et en fait, c'est toute une constitution qu'il y a derrière où, avec certaines représentations, où oui, il peut y avoir ce côté par rapport aux personnes handies, oui, les pauvres, on va les aider, il y a besoin de soutien, de surprotection, de choses comme ça, mais en fait, c'est hyper empêchant la plupart du temps, et ça va à l'encontre justement de ce qu'on disait tout à l'heure sur ce côté comment on peut s'assurer que la personne soit au maximum de son autonomie en fait. Et là on va dans ce validisme bienveillant simplement avoir des moments de prise de pouvoir sur la personne sans que l'intention soit méchante, quoi. Mais néanmoins, ça a un impact négatif sur la personne parce qu'au fur et à mesure, on voit son autonomie baisser, quoi. Et un bon exemple par rapport à ça, et encore une fois, je suis la première validiste de la salle, je pense, et je suis la première à avoir fait des trucs comme ça, mais je pense qu'on est beaucoup peut-être à avoir vu le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Il y a une scène, moi, la première fois que je l'ai vue, qui m'a horrifiée, et je voyais tout le monde dans la salle dire « Ah, elle est tellement gentille ». Mais à un moment, il y a une personne aveugle qui marche dans la rue, et elle l'agrippe, elle le chope, et elle lui montre toutes les boutiques, elle lui décrit les odeurs, les regards, et ce qui se passe dans la rue. Et à un moment donné, elle arrive à son métro, elle le lâche, bon ben voilà, moi je continue, bonne journée, machin. Et en fait, à aucun moment la personne lui a demandé quoi que ce soit. Et donc
il y a le côté, ok, sympa, merci Amélie, vraiment super gentil, mais t'as rien demandé, quoi. Et dans la question en interaction avec la santé sexuelle, il y a vraiment plein d'endroits comme ça où, par une impulsion bienveillante, en fait, on va vraiment empêcher la personne de s'épanouir simplement en étant dans ce truc de oui, mais quand même je sais mieux qu'elle. Ça arrive beaucoup dans des contextes familiaux souvent. Et puis c'est ce truc de à chaque fois être le moins possible dans le risque. Il faut que la personne prenne le moins de risques possible. Et en fait, moi j'aime bien basculer un petit peu ce truc de on va pas forcément être dans la réduction des risques parce que vivre c'est risqué en fait. Je prends un passage piéton, je prends des risques, je prends ma voiture, je prends des risques, on fait que ça. Et puis, et dans le domaine amoureux et sexuel, il n'y a que ça, prendre des risques. Tout le temps de, oser déclarer sa flamme à quelqu'un, oser faire un geste ou proposer telle ou telle chose. Tout ça, c'est audacieux et tout ça, c'est prendre des risques. Et en fait, l'idée, c'est pas de réduire les risques, mais c'est de réduire les dommages. C'est que ça fasse le moins mal possible. Et des fois, du coup, j'arrive des fois, soit avec des familles ou des institutions où on me dit il faut surtout pas qu'il ou elle tombe amoureuse parce que le jour où ça se terminera, elle va décompenser. Mais ça peut nous arriver à tous en fait quand on tombe amoureux, si jamais le jour où on n'est plus amoureux, où on se fait larguer, ça peut arriver à tout le monde d'être désespéré et d'être mal. C'est pas pour ça qu'on va s'empêcher de tomber amoureux. Enfin, j'espère. Oui, on parlait, toi et moi, à un moment de cette question du droit à l'erreur. Moi, j'explique souvent que la sexualité, en particulier pour revenir entre le validisme bienveillant et faire le lien avec la sexualité, c'est pas un processus linéaire, c'est un processus d'apprentissage perpétuel. Et dans ces balbutiements, en particulier, alors soit à l'adolescence, soit au début de l'âge adulte en général, les personnes font des essais, des erreurs, ils ont fait un truc qu'on regrette, même si la personne a respecté notre consentement, ou peut-être qu'on n'a pas verbalisé notre consentement. Il y a des allers-retours qui ne sont pas tranchés, mais qu'on vit comme une mauvaise expérience. Et ce sont des opportunités d'apprentissage. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des allers-retours. On apprend ensuite un peu mieux. En tout cas, on espère avoir appris un peu. Mais du coup, la sexualité, ça ne peut pas être une ligne où, voilà, j'ai la première expérience, c'est super, donc je continue par ça. Et hop, on monte et on atteint le 7e ciel comme ça. On a plein d'allers-retours, on a plein de sentiers, de chemins de traverse. En tout cas, disons qu'on ne peut pas espérer que la sexualité de quelqu'un soit comme ça. Donc on ne peut pas protéger une personne du risque absolu d'avoir une déception, de ne pas s'être respectée. Moi, par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont contacté pour des accompagnements sexuels et après une rencontre préalable, la suite, ça a été en fait, je ne suis pas prêt à ça et c'est pas pour moi et ça m'a fait réfléchir. Et moi, je dis voilà, on a fait quelque chose de bien. Et même, j'ai eu des accompagnements sexuels, donc vraiment des personnes avec qui on est allé dans la vie intime, on a commencé à faire des actes d'exploration sexuelle, où la personne a dit finalement, je pense que là, je vais mettre ça de côté, j'ai pas été capable de dire où j'en étais, et c'est pas toi, mais... Et là, effectivement, c'est super. Et souvent, j'ai cette personne-là qui me contacte 9-10 mois plus tard, parce qu'il y a eu des cheminements qui ont été faits, et elle souhaite débriefer certains trucs, de comment est-ce que tel acte que j'ai fait était OK. Et c'est vrai que notre sexualité, quasiment humaine, le domaine de la sexualité humaine, il est plein de zones non seulement grises, mais de zones multicolores. Et le validisme bienveillant derrière, ce qu'il va faire, c'est vraiment cadrer que il ne doit pas y avoir de nouvelles expériences. Je pense aussi au travail de Lucie Nayak, qu'on n'a pas référencé dans le document, mais il y avait des études sur des cas juridiques où il y a eu parfois des poursuites qui venaient de la part de parents pour des personnes qui avaient des relations sexuelles avec leurs enfants majeurs sous tutelle. Mais un enfant majeur sous tutelle, on ne peut pas lui interdire d'avoir des relations sexuelles en fait. Il a droit à sa vie privée, à son intimité. Moi j'avais une question sur en fait la définition de sexualité finalement.
Est-ce que ça s'arrête à l'acte sexuel? Est-ce que c'est sur du sensoriel? Est-ce que, enfin, en fait, par rapport à cette position-là, on n'a pas vraiment défini ce mot-là, je trouve, ce soir. Ouais. Alors si je peux commencer, puis je te peut-être. En fait, c'est pour ça qu'au départ, on n'est pas parti sur la définition de la sexualité, mais sur la définition de la santé sexuelle, en partant de la définition de l'OMS. Parce qu'en fait, effectivement, moi dans mon métier, je suis sexologue clinicienne, tous les jours, je demande 5 fois par jour à des gens quelle est votre définition de la sexualité. Et tous les jours, j'ai 5 définitions différentes. Et en fait, il y a vraiment quelque chose de très personnel sur ce que ça pourrait être la sexualité. Enfin, j'y crois pas. Une sexualité et ce côté une sexualité normale. Il y a quelque chose en plus derrière de très performatif, en fait. On devrait performer une certaine vision de la sexualité avec certains scripts sexuels, avec voilà, plein de choses comme ça. Et la définition de la santé sexuelle de l'OMS, je la trouve intéressante parce que déjà, on peut tous s'accorder sur une seule et même définition, donc ne serait-ce que pour ça, je trouve ça très bien. Et c'est une définition qui va se placer, comme pour la définition de la santé tout court de l'OMS, dans un champ hors de l'absence de maladie ou d'infirmité. On est sur une notion de bien-être, avec la promotion d'une vision positive de la sexualité, sans coercition, voilà, avec quelque chose qui est de l'ordre de la liberté vraiment de la personne. Et puis, ce que j'apprécie particulièrement dans cette définition, c'est qu'il y a la notion de plaisir dedans. C'est que l'idée qu'il y a derrière le fait d'être en santé sexuelle, c'est de pouvoir d'avoir la notion qu'on peut en avoir du plaisir. Et dans cette définition, il y a aussi le fait qu'on puisse vivre une sexualité ou pas, et que les deux sont OK, et qu'on a tout à fait le droit d'être asexuel. Cette définition, je la trouve vraiment très, très complète, en fait, et moi, je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant comme outil de travail et comme base pour communiquer avec une base commune. Moi, forcément, mes regards sont toujours portés en tant que personne qui suit accompagnante sexuelle, qui reçoit des confidences, qui reçoit des perceptions très différentes de la sexualité. Et parfois, on passe beaucoup de temps à clarifier une demande d'une personne parce qu'on a eu la demande de la personne tierce, donc la maman, le frère, la sœur, le soignant, qui n'a pas forcément bien compris la demande parce qu'il a projeté sa définition de la sexualité sur le tout. Avec l'exemple le plus emblématique des personnes ayant des handicaps cognitifs, de la maman qui veut que son fils fasse un homme de lui. Et le fils qui dit, bon, bah, c'est la chose qu'il faut que je fasse, donc voilà, je vais le faire. Et qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Qu'est-ce qu'il veut tenter? Moi, je pose souvent cette question, parce qu'en plus, pour rendre l'accompagnement sexuel acceptable politiquement, on va souvent l'édulcorer en mode, mais de toute façon, c'est de l'accompagnement sensuel, parce que les gens, ils ont surtout besoin d'avoir des câlins. Et moi, ce que je constate dans ma pratique, c'est que si tu leur dis tu n'as droit qu'à des câlins, ils vont les prendre. Si tu lui dis on peut tenter la pénétration, il va être assez content. Et au niveau suisse, comment l'accompagnement sexuel historiquement s'est développé, il y avait la règle faite par les premiers sexologues qui ont posé tout ça, qui disaient non, il n'y a pas de pénétration dans l'accompagnement sexuel. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Comme ça, il n'y a pas de consommation du corps de l'autre. Et dans la pratique, les gens allaient vers des pratiques pénétratives parce que ça faisait partie de l'exploration que les gens étaient prêts à faire, à la fois l'accompagnant et l'accompagné, et que c'était peut-être, je pense que dans l'imaginaire de la pénétration, c'est beaucoup un désir d'être normal, et parfois dans le courant de cette exploration, que ce soit personne valide ou handicapée, on va l'abandonner parce que finalement c'était pas ça qui nous intéressait le plus, ou en tout cas on va la délaisser, on va aller chercher autre chose. Et une autre anecdote que j'aurais à donner là-dessus, de moi, ce que j'ai vécu, que j'ai trouvé compliqué, par rapport à la formation en accompagnement sexuel que j'ai vécu, c'est ce moment où on a dit, par exemple, sur le handicap plutôt mental ou cognitif, on a dit, voilà, il y a des personnes qui, par exemple, se font mal quand elles veulent sexer, elles veulent être frappées, du coup, il faut leur enseigner que ça se fait pas. Et moi, j'ai dit, du coup, il n'y a pas de BDSM chez les autistes, parce
parce qu'on parlait particulièrement d'autisme à ce moment-là. Pourtant, moi, il y a plein d'autistes que je connais, ils sont fans de BDSM parce qu'ils ont trouvé des expériences sensorielles à l'intérieur du BDSM avec le sentiment de contrainte. Des fois, c'est juste le fait d'être attaché, c'est pas forcément quelque chose qui dévierait de la norme largement. Hein. On ne parle pas de pratiques qui laissent des marques ou quoi que ce soit, mais ils ont trouvé un moyen d'expression sexuelle à l'intérieur de ça qui les satisfont. Et là, on est en train de me dire, en fait, non, vous ne pouvez pas faire ça, ça se fait pas. C'est pas de l'accompagnement sexuel que de parler de BDSM et peut-être fournir des billes à quelqu'un, alors que pour moi, ça fait partie de l'éduc-sexe directement, et donc ça fait partie de mes tâches aussi. Et ça, j'ai trouvé ça très compliqué, parce que tout de suite, là, je parle de BDSM, mais si on parle de relations homosexuelles, souvent, on n'a pas demandé l'avis aux personnes. Est-ce que vous êtes attiré par des gens du même sexe ou autre chose? Qu'est-ce qui vous attire? Quels sont vos besoins, etc. Et il y a toute cette grande normativité de la sexualité. Et moi, je trouve ça très dangereux, notamment si on a ce discours de créer une exception en disant l'accompagnement sexuel, c'est surtout pas de la prostitution. Mais on va dire, donc, dans l'accompagnement, vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit de faire ça, mais vous ne pouvez pas aller faire ça. Et dans les sexualités, la définition de la sexualité, pour moi, elle est un environnement infini d'univers possible. Et j'ai très peur de la normalisation que ça peut induire, en fait, de réglementation de choses. Consentement, en ce moment, et c'est bien. Et du coup, j'imagine que la notion, elle est importante aussi dans l'éducation sexuelle et affective des personnes en situation de handicap, et qu'elle est peut-être encore plus compliquée. Je ne sais pas, enfin, est-ce que vous avez quelque chose à en dire? Oui, la notion du consentement, elle est effectivement super importante pour tout le monde. Moi, il m'arrive de faire des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, et aussi dans des milieux spécialisés. Et je trouve toujours assez déroutant les moments où on me demande d'intervenir sur le consentement. Très souvent, on me demande d'intervenir sur le consentement dans des lycées, avec des personnes qui ont 15-16 ans. Je dis, mais le consentement, ça se travaille à 3 ans, en fait. Le moment où la personne, c'est assez fluide pour elle de dire non et de poser ses limites, c'est à 3 ans. À 16 ans, la personne, elle a déjà désappris tout ça, largement. Et du coup, faut remettre des couches de déconstruction, reconstruction pour que, à nouveau, le consentement émerge, mais c'est quelque chose qui est spontanément là la plupart du temps. Et après, dans le monde du handicap en particulier, il y a quelque chose de très spécifique, c'est que on laisse très peu de place, en dehors du champ sexuel, on laisse très peu de place au consentement, pour tout ce qui n'est pas sexuel. Quand vous êtes en institution ou hospitalisé ou même chez vos parents, quand vous n'aimez pas ce qu'on vous sert comme nourriture, par exemple, et que vous dites non, même adulte, à un moment donné, on va vous dire non, c'est ça, et tu manges. Quel apprentissage, en psychologie on parle d'apprentissage vicariant, un peu dans l'apprentissage qu'on fait en regardant les autres faire et tout ça, mais quand au quotidien on n'a pas forcément de place pour exprimer son non, pour exprimer ses limites et les faire respecter, c'est compliqué après de transposer ça sur la vie affective et sexuelle en fait. Et comment on développe un sens du consentement, à la fois de poser ses limites et respecter les limites d'autrui, si dans tous les autres champs de la vie, j'ai pas pu expérimenter ça. Donc ça, c'est particulièrement, c'est un challenge particulier, je trouve, dans le monde du handicap, parce que la plupart du temps, encore une fois, cette notion d'autonomie, mais est-ce que je peux faire mes choix? Et est-ce qu'on va respecter les choix? C'est un vrai challenge à tous les niveaux, hors sexe, et du coup, y compris au niveau sexe. J'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Peut-être le fait que, justement, tout à l'heure, on parlait des questions de qui peut consentir à quoi, et est-ce que, par exemple, il y a une intrusivité assez forte, à la fois de l'institution et des parents, dans le consentement émis ou les volontés exprimées
par les personnes concernées dans le champ de la sexualité en particulier, mais sur plein d'autres trucs. Donc souvent on va se retrouver, voilà, les parents vont poser les limites pour un enfant adulte, ou même les enfants vont poser des limites pour les parents placés en EHPAD. C'est une autre des situations où on est dans des situations de handicap, hein, le 4e âge, voire le 5e âge, c'est le même genre de situation où quelqu'un est considéré comme pas apte à prendre ses propres décisions. Et donc moi je le vois beaucoup plus là-dessus, déjà le fait qu'il y a ce cocon de surprotection, tout en rappelant que les femmes en situation de handicap sont les plus victimes d'agressions sexuelles, c'est le groupe qui est le plus victime d'agressions sexuelles. On voit à quel point cette éducation dont tu parles au consentement est complètement déficient. Et à force de surprotéger, finalement, on n'arrive qu'à faire le contraire. Dernier petit truc, moi, pour ma part, qui est beaucoup plus du pragmatique. Moi, je fais du terrain, de sexualité de défrichage. Une des choses que j'aime bien utiliser quand on parle de consentement, c'est faire la différence entre le consentement et l'assentiment. Je trouve que nous, on est un peu des techniciennes de l'intime, les accompagnantes et les travailleuses du sexe en général, des techniciennes même du consentement, parce qu'on apprend, on enseigne en donnant nos limites, en demandant à l'autre ce qu'il veut faire. Et en fait, c'est bien de consentir à dire « Ok, je consens à avoir du sexe avec toi ». L'assentiment, c'est « Est-ce que tu es toujours OK là avec ce qui se passe ? Tu as consenti à tel acte, mais on peut arrêter, on peut ralentir. Il y a tout un autre univers autour du simple acte de dire « Ok, ça je voudrais bien qu'on le fasse et j'accepte qu'on le fasse quand on me l'a proposé ». Il y a plein de manières de faire, de subtilité, donc beaucoup d'allers-retours. Et ça, c'est un apprentissage aussi, au-delà de juste la mise en place de limites. C'est comme la fameuse vidéo sur le thé. Voilà, tu m'as servi du thé une fois, là j'en ai pas envie, je voudrais qu'on me le serve moins chaud. Il y a plein de paramètres en fait qui vont au-delà du simple acte de dire oui je veux du thé, non je veux pas de thé. Et ça, peut-être que même pour des personnes valides, c'est des bonnes choses, des bonnes pistes de réflexion au-delà de la simple notion de je veux, je ne veux pas. Ça rajoute la complexité et je pense qu'on en a besoin en fait dans ces milieux-là. La notion du consentement, moi avec les personnes que j'accompagne, 80% sont des personnes entre guillemets valides. Elles ont plein de problèmes de consentement en fait. Hein. C'est pas qu'une question pour les personnes handies. Et puis il y a vraiment cette question d'éducation où là on est en plein dans quelque chose où la loi, la loi de 2001 sur l'éducation à la vie affective et sexuelle est déjà pas hyper appliquée en milieu dit ordinaire. Dans le monde du handicap, elle est encore moins appliquée. Et très souvent, il y a cet a priori que donner de l'information sur le champ de la vie affective et sexuelle, ça donnerait des idées. Alors, spoiler, alerte, ça ne donne pas d'idées. Les gens ont des idées tout seuls. Ils n'ont pas besoin, ils ne nous attendent pas pour avoir des idées. Valides ou handy, quoi. C'est vraiment le fait d'avoir de l'information, c'est protecteur. Et il y a énormément, des centaines de publications et de recherches qui ont été faites là-dessus. Ce qui protège le plus les gens en matière de santé sexuelle, contre les grossesses non désirées, contre les IST, contre les violences sexuelles, etc., etc. Ce qui est le plus protecteur, c'est d'avoir de l'information. Et d'autant plus pour les personnes handies. Donc le nerf du truc, c'est beaucoup là.